Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une mission extrêmement intéressante de la NASA qui va être envoyée prochainement par un lanceur Pegasus XL, j'ai nommé Icon. Icon est un anagramme signifiant Ionospheric Connection Explorer, soit en français explorateur de connexion ionosphérique. La mission fait partie du Medium Explorer Programme de la NASA, c'est-à-dire une mission secondaire avec un budget moyen, mais qui s'élève tout de même à 200 millions de dollars. Tout est relatif. Avant de parler du satellite en lui-même, faisons tout d'abord un point sur quelques concepts de base pour nous aider à mieux comprendre les objectifs et les enjeux de cette mission. Tout d'abord, il faut bien comprendre la notion de couche atmosphérique. La densité des molécules et atomes constituant l'atmosphère terrestre n'est pas répartie uniformément en fonction de l'altitude. Elle diminue au fur et à mesure que l'on prend de la hauteur. On peut alors délimiter des zones, mais en réalité, la frontière entre deux zones n'est pas nette. Il peut y avoir des variations dues à la météo, aux saisons ou encore à la position géographique. Nous avons tout d'abord la troposphère, la couche la plus basse. Elle débute au niveau de la mer et s'étend jusqu'à l'altitude moyenne de 12 km. Mais elle s'étend par exemple jusqu'à 9 km au pôle et 17 à l'équateur. C'est donc dans cette couche que sont la plupart des nuages que nous voyons, ou encore les avions de ligne. Il y a environ 80% de la masse de l'atmosphère concentrée dans cette couche, ce qui est énorme. Ensuite vient la stratosphère, s'étendant d'environ 12 à 55 km d'altitude. C'est dans cette zone qu'est située la couche d'ozone, mais nous en reparlerons après. C'est une zone très calme du point de vue météorologique, même s'il peut parfois se former des nuages stratosphériques dans les couches les plus basses. La mésosphère, quant à elle, est située entre 55 et 85 km d'altitude. La température peut y descendre jusqu'à moins 85 degrés Celsius. C'est dans cette couche que les micrométéores se désintègrent, créant les fameuses étoiles filantes. La thermosphère s'étend entre 85 et 550 km d'altitude. C'est ici que se produisent les aurores. Elle contient également cette fameuse ionosphère, et c'est donc dans la thermosphère que va être envoyé Icon. La densité du gaz est extrêmement faible à cette altitude. Une molécule de dioxygène peut parcourir jusqu'à 1 km avant d'entrer en collision avec une autre molécule. Cet échauffement crée une température pouvant aller jusqu'à 1500 degrés. Mais un être humain ne ressentira rien car la quantité d'énergie reçue serait trop faible. Enfin, l'exosphère s'étend de 550 jusqu'à 10 000 km environ, où ils se font avec le vent solaire. Comme vous le voyez, la frontière entre atmosphère et espace est très floue. Maintenant que ce concept a été abordé, nous pouvons passer à l'étude de la ionosphère plus précisément. Un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons, sur plusieurs couches appelées couches électroniques. C'est un peu comme les orbites. Il y a l'orbite basse, moyenne, géostationnaire, etc. Pour qu'un électron puisse changer de couche pour aller à un niveau supérieur, il doit absorber de l'énergie. Par analogie avec un vaisseau spatial, qui doit accélérer pour passer d'une orbite à une autre. Dans le cas de l'atome, cette énergie est fournie par une particule, généralement un photon, la particule associée à la lumière. Plus la lumière aura une longueur d'onde tournée vers le bleu et les ultraviolets, plus l'énergie apportée sera grande. Elle peut être tellement grande que les électrons se retrouvent détachés de l'atome, comme un vaisseau spatial serait propulsé hors de la gravité terrestre. C'est ce qu'on appelle l'ionisation. Dans la ionosphère, la pression est si faible et la distance entre les atomes si grande que les électrons ionisés ont du mal à être captés par un autre ion positif ou un autre atome. Il existe donc une zone avec des particules chargées électriquement et des atomes. C'est ça, l'ionosphère. J'ai évoqué tout à l'heure la couche d'ozone. Pour faire simple, les molécules de dioxygène vont être brisées par les ultraviolets avant de se reformer en ozone avec 3 atomes d'oxygène. Puis ces atomes vont à nouveau se briser pour reformer du dioxygène et un atome seul. Cette transformation perpétuelle est donc causée par les ultraviolets, qui vont alors se retrouver absorbés. C'est pour cela que cette couche est si importante pour la vie sur Terre. Revenons à l'ionosphère qui varie continuellement à cause de la variation de l'activité solaire, et donc de la quantité d'énergie envoyée par le soleil pour ioniser les atomes, mais aussi du cycle jour-nuit. Et oui, pas d'UV, pas d'ionisation. On peut observer plusieurs couches en fonction du cycle jour-nuit, 2 durant la nuit et jusqu'à 4 durant le jour. On va pas rentrer dans les détails de toutes ces couches, le plus important à savoir, c'est que ces couches, surtout celles situées en haute altitude, sont utilisées pour les communications radio, même si ce procédé est de moins en moins utilisé. Pour cela, on utilise la capacité qu'ont ces couches à réfracter les ondes à haute fréquence, comme sur ce schéma. Ce système pose néanmoins un problème. Les ondes sont tellement diffractées au point d'avoir recours à de grandes paraboles pour capter une petite partie du signal. Et c'est là que l'importance de mieux comprendre la ionosphère ne fait pas de doute. Les GPS utilisent par exemple des hautes fréquences,
qui peuvent être diffractés au point d'avoir une imprécision de l'ordre de 10 à 20 mètres en temps normal et jusqu'à 100 mètres exceptionnellement. Le signal peut également être dévié et les stations sol ne peuvent plus recevoir celui-ci. Mieux comprendre l'ionosphère, c'est donc gagner en capacité d'adaptation de notre technologie à ces problèmes, et ainsi gagner en précision et efficacité. A noter qu'il existe déjà des moyens pour minimiser l'imprécision des GPS, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Nikon va donc étudier la ionosphère pour toutes ces raisons. Il s'agit d'un petit satellite de 193 cm par 106, avec un panneau solaire long de 2,54 mètres et générant une puissance électrique de 780 watts. Sa masse totale au décollage sera de 287 kg, dont 130 de charge scientifique, ayant besoin de 209 à 265 watts en mode science. Petite particularité du satellite, il ne possède pas de moyens de propulsion. Il ne peut donc pas rehausser son orbite ou effectuer des corrections de trajectoire. On peut comprendre ce choix de la part des ingénieurs, cela diminue la masse de la charge utile, il faut donc un lanceur moins puissant, donc moins cher pour la lancer. La mission d'Icon est prévue pour durer 2 ans. Le lanceur Pegasus XL va placer le satellite sur une orbite circulaire de 575 km avec une inclinaison de 27 degrés et une période orbitale de 97 minutes. Le poste de contrôle sera posté à l'université californienne de Berkeley, qui captera les signaux émis par le satellite grâce à leur antenne de 11 mètres, mais aussi grâce à des stations situées à Singapour, au Chili, Hawaï et aux États-Unis. Icon va surtout étudier les connexions qui peuvent exister entre l'atmosphère, contenant beaucoup de particules neutres, et la ionosphère, contenant beaucoup plus de particules chargées. Pour cela, il possède 4 instruments. Nous avons tout d'abord le Michelson Interferometer for Global High Resolution Thermospheric Imaging, qui aura pour but de mesurer la température et la vitesse des particules neutres qui peuvent influencer les particules chargées. Le phare ultraviolet, ou FUV, est un imageur qui pourra prendre des clichés de l'ionosphère et de la haute atmosphère. Il a 2 tâches à réaliser en fonction du cycle jour-nuit. La nuit, il va mesurer la densité de l'ionosphère et voir comment elle réagit par rapport à celle de la basse atmosphère. Le jour, il va observer le changement de la composition de la haute atmosphère. Le Extreme Ultraviolet Instrument, ou EUV, va lui aussi pouvoir prendre des clichés, mais lui va s'occuper de l'oxygène et mesurer la densité et la hauteur de l'ionosphère. Enfin, le Ion Velocity Meter, ou IVM, qui va mesurer la vitesse des particules chargées étant liée à la vitesse des vents de haute altitude et leur champ magnétique. Ce petit bijou de technologie sera envoyé en orbite par un lanceur assez particulier, le Pegasus XL. Il s'agit d'une fusée de 17,5 mètres de long pour 4,2 de large. Sa masse sera de 24 tonnes au décollage. La séquence de vol sera la suivante. À T0, le L1011 va larguer la fusée. Puis 5 secondes plus tard, le moteur Orion 50S du premier étage va s'allumer. Les ailes delta du lanceur vont aider celui-ci à s'orienter correctement vers le haut, le moteur n'étant pas équipé de tuyères orientables. 11 minutes 12 plus tard, le moteur s'éteindra puis le premier étage sera largué, ainsi que les ailes et la queue étant fixées dessus. 16 secondes plus tard, le Orion 50 du deuxième étage va s'allumer, tandis que des petits propulseurs d'azote vont s'allumer sur le troisième étage afin de faire tourner le lanceur sur lui-même pour le stabiliser, comme un gyroscope. À 2 minutes 10 de vol, la coiffe sera séparée, puis à 2 minutes 47, le second étage sera éteint, puis largué. Va ensuite débuter une phase balistique avant un allumage du troisième étage, l'apogée étant presque atteinte, afin de circulariser l'orbite. La poussée durant environ 69 secondes. Va ensuite s'enchaîner une phase balistique de 3 minutes avant la séparation d'Icon, 11 minutes 20 après le largage de Pegasus XL par l'avion porteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et permis d'apprendre quelques trucs. Je m'excuse à l'avance pour la qualité du commentary étant donné que c'est mon premier. En espérant que le vol se passe bien, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.